Navette spatiale, panne d'ordinateur, lancement reporté à dimanche. Pologne, suspension du droit de grève pendant 2 mois, demande le Premier ministre au Parlement. Liban, raid israélien dans le sud, reprise des combats dans le nord. La météo d'Alain Gillot-Pétré, doux, c'est la dure, mais nuageux un peu. Madame, monsieur, bonsoir. Partira, partira pas, nous avons entendu tout l'après-midi. Finalement, la première navette spatiale américaine est restée au sol. Son départ a été reporté à dimanche matin en raison d'une panne d'ordinateur. Les explications de Georges Leclerc tout de suite. Et oui, puisque la technique américaine n'a pas su nous satisfaire, la navette spatiale est restée au sol. C'est le sens du spectacle de la NASA qui, lui, est toujours aussi fort. Vous allez le voir, l'opération de sortie de l'équipage de la navette, une caméra était là, comme si la NASA s'attendait à ce report. Les techniciens de Cap Canaveral ont installé une salle blanche aseptisée devant la porte de cette navette, car les astronautes, même déçus de ne pas avoir décollé, ne doivent pas être contaminés. Voici le commandant de bord qui sort de cette navette spatiale, John Young. Comme à regret, il sort lentement. Vous allez le voir, il va retirer son casque encore plus lentement. Déçu, il l'est certainement. Depuis plusieurs années, il s'était préparé à ce moment fabuleux, décoller avec une navette spatiale. Et un report, ne serait-ce que de 2 jours, c'est toujours éprouvant. Mais John Young, lui, comme Bob Crippen, sera prêt dimanche. En attendant, la NASA va se mettre au travail. Il faut absolument trouver la panne de ce 5e ordinateur de bord. Il faut vidanger le gros réservoir de son hydrogène liquide. Il faut vérifier son état, puis le remplir à nouveau. Et rien que cela, ça va prendre au moins 24 heures. C'est pour cela que le tir ne peut pas avoir lieu demain samedi, mais au plus tôt dimanche matin. Matin, heure de Cap Kennedy, c'est-à-dire à 13h50 chez nous. Et cela à condition, bien sûr, que tout soit prêt. Les ordinateurs, les gyroscopes, les piles à combustible et aussi les hommes. Rendez-vous donc dimanche prochain, 13h50, pour une nouvelle tentative de décollage de la navette spatiale américaine, en direct sur Antenne 2. C'est aussi une première à sa façon. Le général Jaruzelski, Premier ministre polonais, a posé la question de confiance aujourd'hui devant la Diète, le Parlement réuni à Varsovie, sur une question simple mais grave, la suppression pendant 2 mois du droit de grève pour permettre de rétablir l'économie polonaise. Serge Missret. Quand le Premier ministre polonais monte à la tribune de la Diète ce matin, tous les regards des parlementaires sont braqués sur lui. Le général Jaruzelski, plus militaire d'allure que jamais, prend le ton des grands jours pour demander aux parlementaires de lui octroyer 2 mois de répit social en votant une loi interdisant la grève pendant cette durée. Et il précise, la décision de la Diète et son appui détermineront si le Premier ministre doit rester en place ou s'en aller. Puis le général présente son programme de mesures économiques pour tenter de sortir de la crise. En s'adressant directement aux parlementaires, il a court-circuité les éléments les plus durs de son parti et envoyé la balle directement dans le camp de solidarité. Aux dirigeants syndicaux de savoir maintenant maîtriser leurs éléments les plus durs, dit-on ce soir à Varsovie. Monsieur Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères français, a déclaré aujourd'hui que la Pologne doit demeurer libre de mener la politique de renouveau dans laquelle elle s'est engagée. Et le même Jean-François Poncet, à sa sortie d'un entretien avec le président de la République, à propos du Liban, a annoncé que la France allait prendre contact avec l'ensemble des pays arabes pour essayer de rétablir la paix dans le cadre des Nations Unies. Les Israéliens, eux, ont effectué un raid ce matin à l'aube sur les régions du sud Liban contre les forces palestiniennes qui encerclent le réduit chrétien frontalier d'Israël. Toutefois, le cessez-le-feu fragile à Beyrouth et dans le nord du Liban n'a pas été vraiment rompu aujourd'hui. Mais les forces syriennes seraient en train d'encercler la ville de Sarlé, soumise depuis une semaine à des pilonnages d'artillerie intensifs. Cette légère accalmie a permis au Transal de l'armée française d'embarquer une trentaine de blessés à destination de la France. Sur place, nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud et Patrick Derrien, nous adressent leur premier reportage sur la vie quotidienne des chrétiens du Liban qui revivent le drame de 1976. 5 fois par jour, cet hélicoptère fait passer d'ouest en est quelques dizaines de personnes. C'est souvent le seul lien qui existe avec la région chrétienne encerclée en période de bombardement quand les rues sont impraticables. Derrière les vitres teintées de bleu, les passagers, des Libanais aisés pour la plupart, ont payé le prix fort pour s'assurer le passage et cette compagnie privée, qui fonctionne depuis la reprise de l'offensive syrienne, voit augmenter chaque jour le montant de ses bénéfices. C'est un aspect de la guerre du Liban. À terre, la réalité est différente.
À l'occasion d'une trêve, nous avons rencontré les chrétiens du quartier d'Achrafieh, leur citadelle. Ils venaient de passer 4 jours dans les caves, les sous-sols et les abris, et sortaient dans la rue pour constater les dégâts. La majorité des habitants, 60 000 personnes, se sont réfugiés dans la montagne, mais ceux-là ont tenu à rester. Nous avons vécu tassés dans des corridors, les uns sur les autres, nous étions 8 personnes, sans eau, sans électricité, et attendant une mort éventuelle. Mais nous avons voulu rester parce que mon mari est chirurgien et nos voisins tiennent à rester parce que leur fils aussi sert. Et nous n'avons pas voulu quitter. Nous nous sommes dit que quand même si les soldats et les combattants se battent pour ce pays, ils vont quand même pas se battre pour des maisons vides. À chaque cessez-le-feu, Madame Atala et sa fille sortent des abris pour acheter ce qu'elles peuvent chez l'épicier du coin, dont la boutique est en partie détruite, mais qui lève son rideau de fer à chaque trêve dans les bombardements. Depuis 6 ans que dure le conflit, les Libanais ont appris à s'organiser et ne souffrent pas de la faim. Ce que vous venez d'acheter chez l'épicier, comment ça arrive jusque dans ces quartiers? L'épicier prend le risque sur la route d'aller chaque matin s'approvisionner. Mais vous n'avez pas voulu partir, pourquoi? Parce que nous sommes dans notre pays. C'est comme quelqu'un qu'on aime et puis qu'on laisse tomber quand il est en difficulté. Je trouve pas que c'est normal. D'ailleurs, on l'a fait les 2 premières années d'événements. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, on partait en France. Moi, je veux plus faire ça, c'est fini. Je veux rester au Liban. Mais les plus frappés restent les chrétiens de la région de Zarlé. Dans ce monastère se sont réfugiés une vingtaine de familles dont les maisons ont été occupées par l'armée syrienne au début de l'offensive. Ils n'ont rien pu emporter. Ils affirment que les soldats de Damas leur ont tout volé. Ils ont été placés sous la protection des moines maronites qui doivent nourrir près de 5000 réfugiés chrétiens comme eux. Leur espoir, parvenir jusqu'à ceux qui sont restés à Zarlé. C'est une ville de 200 000 chrétiens, tous chrétiens, de tous les rites chrétiens, et qui actuellement subissent un bombardement continuel. Nous arrivons à les contacter, mais malheureusement, ils sont tellement encerclés qu'on ne peut pas arriver à eux. À travers le sort des chrétiens de Zarlé se joue aussi celui du Liban. De la chute ou de la survie de la ville dépend l'issue du conflit. Oui, le Parlement européen a adopté une résolution aujourd'hui sur le Liban demandant le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements syriens et le retrait de toutes les forces étrangères, sauf la force des Nations Unies. Enfin, le général Alexander Haig, secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, sera demain à Paris où il rencontrera le président de la République. Jour J-16, M. Giscard d'Estaing continuant sa tournée en province était aujourd'hui à Mende, Narbonne et Montpellier où l'a suivi Paul Amar. Thème abordé, l'agriculture, mais aussi la paix dans le monde. 15e étape du Tour de France du candidat Giscard qui s'est rendu aujourd'hui pour la première fois depuis le début de sa campagne au sud de la Loire. En traversant la Lozère, Valéry Giscard d'Estaing a voulu s'arrêter dans une ferme pour mieux marquer l'intérêt qu'il porte au monde agricole et pour insister sur la solidarité des Français à l'égard des agriculteurs. Solidarité, un mot qui va réapparaître ce soir à Montpellier où le candidat Giscard devrait annoncer la création d'un conseil supérieur des rapatriés. Ce sera pour lui l'occasion de rappeler les mesures d'indemnisation prises en leur faveur et de préciser que cet effort sera poursuivi. En annonçant ces mesures, Valéry Giscard d'Estaing veut ainsi rester fidèle à son engagement. Il se contentera dans cette campagne de présenter son programme et sa politique, mais les reproches des autres candidats ne le laissent pas insensible et il entend bien répliquer à chacune de ces étapes. J'ai beaucoup œuvré pour la paix. Et je vous demande de réfléchir parce que vous entendez, vous verrez au cours de la campagne, ce qu'on vous dit à cet égard est la légèreté, j'emploie le mot, la légèreté coupable avec laquelle on vous parle des problèmes de la paix. Savez-vous qu'il y a à l'heure actuelle en Europe, stationnés en Europe, la moitié des moyens de destruction nucléaire du monde? Sachez que ces moyens représentent par personne, l'équivalent de 4 tonnes de dynamite. 4 tonnes de dynamite pour chacun de vous. Savez-vous qu'il y a en Europe à l'heure actuelle 57 000 chars de combat? Savez-vous qu'il y a 5 millions d'hommes en permanence sous les armes? Et croyez-vous qu'on puisse parler à la légère sur les tréteaux des estrades du problème de la paix? Dans un tout autre registre, l'une des figures du cinéma français, Alain Delon, s'est déclaré cet après-midi aux côtés de M. Giscard d'Estaing. Ce choix est essentiel, c'est à la fois le choix du cœur pour des raisons privées et le choix de la raison parce que ça me paraît évident.
Appel signé également, entre autres, par Brigitte Bardot et Louis de Funès. Monsieur Michel Crépeau présentait aujourd'hui ses propositions sur l'emploi et notamment sur le problème des 35 heures par semaine. Monsieur Crépeau. On ne peut pas distinguer le problème des 35 heures d'une réorganisation de la politique des revenus dans ce pays, mais je crois qu'on ne peut pas le traiter non plus sans tenir compte des réalités. Vous avez des secteurs industriels où ce sont les machines qui travaillent et qui assurent la productivité. Au contraire, si je prends un artisan d'art, par exemple, c'est tout à fait le contraire. Alors traitons ce problème tel qu'il est concrètement. Il y a 1 700 000 chômeurs, on est bien loin, à travers vos paroles qui sont des paroles plus philosophiques qu'économiques, on est bien loin de régler le problème du chômage. Pas du tout, parce que tout le monde peut faire des catalogues et promettre qu'il rasera gratuit demain. Je crois qu'il y a en effet des mesures urgentes qu'il faut prendre. Et moi-même, j'ai un catalogue de 38 mesures concrètes. Si vous voulez, ça va de l'interdiction des cumuls d'emplois, retraite, emploi actif, de l'embauche immédiate de gens dans les hôpitaux. Mais ça, on embauchera des gens une fois, par exemple, dans les hôpitaux. On ne va pas tous les ans créer 250 000 emplois dans la fonction publique. Par conséquent, c'est à partir de mesures à court terme immédiates qu'il faut prendre, de mesures à moyen terme, mais surtout d'un changement de la démarche politique, de la façon d'en faire, que l'on peut régler le problème. Monsieur Michel Lebray, dans la région lyonnaise, a lui aussi parlé de l'économie française et de l'emploi. Le défaut de notre économie aujourd'hui, c'est que dans une compétition impitoyable, nous mettons des fers aux pieds à nos coureurs. J'ai toujours expliqué que la politique de l'investissement et l'aide à l'investissement n'avait de valeur et d'avenir que dans la mesure où elle était accompagnée d'une disposition sur la réduction des charges, ou l'effort de plafonner les charges puis de les réduire. Aujourd'hui, on traite l'endettement étranger avec trop de facilité. C'est facile de s'endetter à l'étranger, mais c'est la génération qui suit qui doit payer. Cet endettement de la France, dont on a beaucoup parlé à propos de l'emprunt franco-allemand, a fait sortir de sa réserve le Premier ministre, M. Raymond Barre, qui lui aussi était à Lyon aujourd'hui, Lyon dont il est le député. L'endettement de la France, à moyen et à long terme, s'élève à l'heure actuelle à 124 milliards de francs. Mais il ne faut pas simplement considérer les dettes de la France. Il faut aussi prendre en considération les créances de la France sur l'étranger. Ces créances, à la fin de 1980, s'élèvent à 146 milliards de francs. Le solde des créances et des dettes, la différence, montre que la France a une situation positive de 22 milliards de francs. J'ajoute que même si l'on craignait pour notre endettement, il faudrait prendre en considération nos réserves de change, c'est-à-dire nos réserves en or et en devises étrangères. Eh bien, je vous signale qu'à la fin de 1980, nos réserves s'élèvent à 380 milliards de francs. C'est-à-dire que nos réserves ont atteint des niveaux historiques qui n'ont jamais été connus dans le passé. Oui, j'ajoute que le Parlement européen a approuvé aujourd'hui vendredi l'emprunt franco-allemand de 6 milliards d'écus, la monnaie européenne, en demandant toutefois que cette initiative bilatérale entre la France et l'Allemagne débouche sur le plan communautaire. Décidément, il y avait beaucoup de monde à Lyon, beaucoup d'hommes politiques. Hier soir, M. Chirac, qui a estimé que l'on versait trop de sommes importantes pour indemniser le chômage, sans contrepartie de travail. M. Chirac, encore aujourd'hui, devant le club républicain, il faut revenir à quelques valeurs simples et fondamentales, comme la liberté et la fermeté. Et puis devant les journalistes spécialisés dans les problèmes militaires, plus la France aura la capacité de défense nucléaire en dehors de son territoire, plus elle augmentera sa sécurité. M. Chirac, qui pense que la plus grande partie du budget de la défense devrait être consacrée à la construction de sous-marins nucléaires. M. François Mitterrand, ce matin au Salon des composants électroniques, a fait 5 propositions à propos de la technologie française. En bref, restructuration des plus grandes entreprises comme Thomson ou C2I,
Plus de crédits publics pour la recherche et le développement, moins d'emplois pénibles grâce au développement de l'industrie de la robotique, la télématique au service de la décentralisation. Enfin, tous les travailleurs qui devront s'adapter à ces nouvelles industries devront avoir un droit automatique à la formation. Après messieurs Chirac et Marchais, ce soir, un reportage réalisé par Jacques Merlino et Jean-François Renou sur le style de la campagne 1980. À Lyon ou à Rouen ou dans toute autre des 14 villes déjà visitées par François Mitterrand, une première observation s'impose. Les meetings socialistes font toujours salle comble. Depuis le début de cette campagne, nous n'avons pas encore vu une seule chaise vide. Seconde observation, le public qui vient assister à ces meetings est formé en très grande majorité par des hommes et des femmes ayant entre 30 et 50 ans. Les jeunes, et c'est peut-être une surprise, sont relativement peu nombreux dans ces meetings. Troisième observation, le décor. Il est dans l'ensemble d'une grande banalité. Quelques affiches posées ici et là sans grande originalité. Un effort toutefois pour la scène où derrière François Mitterrand, une grande affiche rappelle le slogan de ses campagnes, l'autre politique, une affirmation claire que pour les socialistes, il n'y a pas d'autre choix. Le décor ainsi planté reste à définir le style de l'homme. Un style de toute évidence très retenu quand François Mitterrand fait son entrée et malgré les acclamations qui aussitôt l'accueillent, son visage reste impénétrable. Ce n'est qu'une fois installé à la tribune que François Mitterrand se défait de sa réserve. Et cela d'abord pour affirmer et réaffirmer qu'il veut opposer un projet au bilan du septennat. Et voilà qu'aujourd'hui, 7 ans après, nous pouvons apprécier et juger le bilan. Et tout de suite après, François Mitterrand en vient à son thème central, l'emploi. Il rappelle les mesures qu'il propose et en justifie la nécessité. Le chômage, ce n'est pas simplement la gêne qui s'installe dans un foyer. Ce n'est pas simplement l'inquiétude aggravée à la fin de chaque mois. Le chômage, c'est une misère qui ronge et le cœur et l'esprit. Si François Mitterrand, dans chacun de ses discours, s'adresse aux communistes, jamais il ne cite le nom de Georges Marchais. Et si chaque fois aussi il s'adresse aux gaullistes, jamais il ne cite le nom de Jacques Chirac. Mais chaque fois, il appelle au rassemblement. Saisissez cette chance qui nous est rendue. Voyez le délabrement de la droite, ses divisions et ses ruptures. Voyez ce que pourrait être maintenant le peuple rassemblé. L'international à peine terminé, François Mitterrand reprend aussitôt sa route. C'est donc un rythme très soutenu de campagne, mais ce rythme très soutenu ne semble pas affecter la sérénité du candidat. Monsieur Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, une interview à l'hebdomadaire Politique Hebdo qui risque de faire du bruit. Il dit « Je ne sais pas, je le cite, je ne sais pas comment cela se passera ensuite, je ne veux pas prophétiser ou enfermer l'avenir, mais le fait de battre Giscard et de porter Mitterrand au pouvoir, même si l'on discute son programme, même si on le juge trop modéré, trop prudent, c'est déjà une rupture essentielle. » Madame Arlette Laguillet de son comté, qui est candidate de Lutte ouvrière, annonce d'ores et déjà qu'elle se désistera pour M. François Mitterrand au deuxième tour. Et pour en finir avec la campagne, ce soir dans le dernier journal, la chronique d'Alain Duhamel sera consacrée à l'influence des intellectuels sur cette campagne présidentielle 1981. La Commission européenne ne veut pas que la France exporte 600 000 tonnes de blé vers l'Union soviétique. Cette nouvelle, que je vous annonçais dès hier soir, provoque une réaction du gouvernement français qui juge cette décision incompréhensible et inadmissible, Pierre-Marie Caville. Oui, il faut revenir un peu en arrière parce que vous savez, ces 600 000 tonnes, j'allais dire, c'est du vieux blé. En tout cas, c'est un problème assez ancien. Vous vous souvenez, décembre 79, les Soviétiques entrent en Afghanistan. Et par mesure de représailles, les Américains, qui avaient toujours vendu du blé aux Russes, décident de ne plus le faire et demandent à leurs alliés occidentaux de respecter cet embargo. Alors après discussion, l'Australie, le Canada et le Conseil des ministres de la CE, c'est-à-dire l'Europe, répondent d'accord, nous ne vendrons aux Russes aucune quantité supplémentaire de blé destinée à compenser celle que les Américains retiennent, mais en revanche, nous continuerons nos livraisons habituelles. Et depuis l'année dernière, les échanges céréaliers entre l'Europe et particulièrement la France, qui est pratiquement le seul exportateur céréalier d'Europe,
et les Russes fonctionnent sur cette base. Et c'est sur cette base que la France s'apprêtait à vendre cette saison 600 000 tonnes de blé aux Russes. Quantité normale, habituelle, conforme à l'accord de l'année dernière, dit la France. Et d'ailleurs, les Américains sont d'accord. Le secrétaire d'État, M. Haig, l'a dit récemment, nous n'y voyons pas d'objection. Mais hier, la Commission de Bruxelles répond, non, vous n'avez pas le droit. Et cet après-midi, le Quai d'Orsay rétorque, si nous avons le droit, c'est votre interdit qui est inadmissible. Bien alors, oui ou non, ces 600 000 tonnes font-ils partie de l'embargo ou sont-ils en dehors? Finalement, l'embargo, ce n'est peut-être même plus la vraie question. La vraie question, c'est une question d'argent. Nos producteurs céréaliers vendent leur blé à un prix européen garanti. Et les Russes, eux, achètent du blé à un prix mondial. Et ce prix, vous l'avez deviné, il est inférieur au prix européen. Alors quand la Commission dit « nous ne voulons pas que vous vendiez 600 000 tonnes de blé aux Russes », en fait ça signifie « nous ne voulons pas payer la différence entre le prix acheté par les Russes, c'est-à-dire le prix mondial faible, et le prix européen garanti, c'est-à-dire le prix élevé ». Alors si la France passait outre, il faudrait peut-être qu'elle paye cette différence elle-même, et en plus ça aurait un très mauvais effet politique sur la Commission et dans les communautés européennes. Alors la question embargo ou pas embargo, vous voyez, en cacher une autre bien plus simple, qui va payer? Conclusion, c'est le communiqué du Quai d'Orsay qui nous la donne. Le gouvernement français utilisera toutes les procédures possibles pour faire revenir la Commission sur sa décision, donc pour savoir qui va payer à suivre. Le résultat, c'est le Conseil des ministres qui le donnera. Information complémentaire sur ce même thème, l'Institut international de recherche sur la politique alimentaire de Washington annonce que l'Union soviétique va peut-être être obligée d'importer 30 millions de tonnes de céréales chaque année jusqu'en 1985. À Maastricht, lors du dernier sommet européen, les 10 avaient convenu de se concerter d'abord entre eux et ensuite avec les Américains pour faire baisser les taux d'intérêt qui sont des freins à l'investissement. Mais visiblement, cette harmonisation pose des problèmes puisque les Allemands ont décidé de remonter leur taux d'intérêt pour soutenir leur monnaie, le mark. Cette contradiction a été soulignée par M. Raymond Barre dans une lettre qu'il vient d'adresser au chancelier Schmitt. Les industriels français prévoient une chute de 6% des investissements cette année et la poursuite des réductions d'effectifs. C'est la conclusion d'une enquête de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, effectuée au mois de mars auprès de 3000 chefs d'entreprise. Le SNI, le syndicat national des instituteurs, rejette toute application de la circulaire sur l'accueil des élèves les jours de grève. Décision prise aujourd'hui par le bureau national de ce syndicat. UTA, la compagnie aérienne, annonce que malgré la grève, elle a pu assurer la totalité de ses vols aujourd'hui. Grève qui a pour origine, je vous le rappelle, la sanction infligée à un pilote qui avait refusé de transporter du matériel militaire, en l'occurrence des pales d'hélicoptères, à destination de la Libye. Monsieur Krasuki, au nom de la CGT, demande que la France se lance sans retard dans la construction de 2 surgénérateurs nucléaires du type Super Phoenix. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Monsieur Marcel Dassault, lui, a annoncé que sa firme était sur le point d'obtenir une commande de l'armée de l'air indienne pour 150 appareils Mirage 2000. Le tribunal de la Barbade a pris la décision de faire extrader le pirate du rail, Ronald Biggs, vers l'Angleterre. Il a 15 jours pour faire appel de cette décision. Atlanta, découverte d'une 23e victime, un jeune noir handicapé mental, disparu depuis une semaine, un garçon de 20 ans, découvert dans un immeuble abandonné de la ville d'Atlanta. Toujours pas de nouvelles de la petite Sylvie, disparue depuis dimanche à Paris. Les enquêteurs cherchent désormais non seulement une femme, mais aussi un homme qui aurait été vu en compagnie de la petite fille par sa sœur aînée, quelques minutes seulement avant le rapt. Un comité de sauvegarde, nous passons là au sport pour essayer de relancer l'OM. Mais en attendant, l'entraîneur Albert Batteux et 13 joueurs ont été licenciés ce matin par le syndic de faillite désigné par le tribunal de commerce. Le président du groupement des clubs professionnels de football, M. Sadoul, se rendra à Marseille au début de la semaine prochaine. Demain, la rédaction d'Antenne 2 vous propose une journée spéciale consacrée à l'Asie et plus spécialement à la Corée du Sud et à Taïwan. En effet, malgré leur état de guerre presque permanent, ces 2 pays vivent en plein boom économique. Et plus que jamais, par ailleurs, Hong Kong ruisselle d'argent et ses industries présentent un danger de plus en plus grand pour l'Europe et le monde. Plusieurs équipes de la rédaction d'Antenne 2, dirigées par Jacques Abouchard et Adolphe Drey, ont sillonné pendant plus d'1 mois ces 3 pays et vous fixent 3 rendez-vous demain. Samedi 11 avril à 12h45, Antenne 2 midi présentée de Hong Kong par Patrick Lecoq. Et demain soir, 20h, la Corée du Sud, présentée par Patrick Poivre d'Arvor. Et lundi prochain, le 13 avril, le magazine Question de Temps, présenté par Louis Berriot, son titre, Le nouveau défi asiatique.
Le printemps de Bourges, ce n'est pas seulement celui de la météo, c'est aussi un festival qui, depuis 5 ans, réunit des chanteurs de différents genres. Des grands noms comme Julien Clerc, mais aussi des marginaux et des débutants. Cette manifestation est surtout l'occasion de faire le point sur les différents courants de la chanson française. Un reportage de Jean-Jacques Dufour. La chanson aime le non-dit, les non-lieux et les personnages ambigus. Ce que les gens viennent entendre au fond, c'est ce que je ne dis pas. Dixit Bernard Lavilliers, avec qui commençait samedi dernier ce 5e printemps de Bourges, qui continue bon an mal an, malgré l'absence de subvention du ministère de la Culture. Tous les jours et jusqu'à dimanche prochain, les spectacles éclatent en 6 lieux différents. Blanchisserie Blanche, mise en scène et interprétée par les Mirabel, raconte la vie de 4 blanchisseuses. C'est cocasse, pathétique et émouvant. Un festival éclectique donc, qui innovait en ouvrant les portes de la cathédrale à la chanson. À propos de chansons, le magazine Que Choisir publie un grand dossier dans son numéro d'avril intitulé « Le disque est rayé » et où il est dit qu'on entend toujours les mêmes à la radio et à la télévision. Et Jacques Bertin, qui signait ici ses livres, est bien d'accord là-dessus. En revanche, Julien Clerc estime que tout cela est exagéré. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il arrive assez souvent aussi que les médias soient la traîne derrière le public. Alors là, dans les dernières années, un exemple comme Bernard Lavilliers, comme Higelin, etc., sont des gens qui ont été portés par le public parce que les médias n'ont pas su renifler à temps le phénomène qui allait arriver. En tout cas, Jean-Claude Vannier, qui n'a pas encore atteint le grand public, fait sûrement partie des gens qu'il faut suivre attentivement, tout comme Bill Derem, un bluesman de Senlis qui n'a rien à envier au noir du Dipsous. Un message personnel pour terminer. Nous n'avons pas l'habitude d'en donner, mais je pense que celui-ci mérite d'être donné. Le dossier médical d'un enfant de 8 ans atteint d'une forme rarissime de cancer des fibres nerveuses a été dérobé dans la nuit de mardi à mercredi dans une voiture en stationnement rue d'Anville dans le 14e arrondissement de Paris. Ce dossier médical n'existe pour l'instant qu'en un seul exemplaire. Inutile de vous préciser qu'il est absolument indispensable que la mère de cet enfant rentre en possession de ce dossier. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré, le temps du week-end. Oui, la tendance pour demain, des nuages à l'horizon. Je ne dis pas cela pour ceux qui les ont vus aujourd'hui, mais pour ceux qui ont vu le soleil, notamment à Paris. Un soleil qui a fait monter les températures. Regardez les températures relevées à 13 h par la météo nationale. Plus de 20 degrés en moyenne sur la majeure partie de la France, 23 à Grenoble, minimum 14 à Perpignan, mais ce n'est tout de même pas très froid. Alors regardons tout de suite sur notre carte isobarique où l'on voit les dépressions et l'anticyclone, ce qui nous attend demain. Le baromètre est en baisse. 2 anticyclones, 2 zones de temps stables, ici, et entre les deux, une dépression qui est coincée entre ces deux masses d'air, une dépression qui remonte du sud-ouest du pays vers le nord, comme vous l'annoncez hier, Laurent Bromette. Cette dépression sera évidemment accompagnée de nuages et localement de pluie. Alors les prévisions pour demain samedi. Cette masse nuageuse donc va traverser le pays du sud-ouest au nord, précédée de soleil et suivie d'un temps plus variable avec éclaircies et quelques nuages. Elle sera accompagnée, cette masse nuageuse, de pluies éparses, de coups de tonnerre et bien entendu de nuages. Il y aura tout de même quelques éclaircies, les températures seront encore douces. Pour dimanche maintenant, temps variable sur la majeure partie de la France avec alternance d'éclaircies et de nuages. Le temps sera doux, il y aura encore quelques averses éparses et les températures seront légèrement en baisse, mais il fera toujours relativement doux. Les températures prévues pour demain, région par région. À gauche, les températures au lever du soleil, à droite, les températures maximales de l'après-midi. Au nord, 7 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi. Paris, région parisienne, 7, 21. Nord-ouest, 11, 19.
Est 7, 20, Centre 10, 20, Sud-Ouest 12, 23, Sud-Est 10, 22. Enfin, notre agenda habituel. Samedi 11 avril, les heures de lever de coucher du soleil, un agenda copieux, également la demi-lune pour ce soir. Demain, la Saint-Stanislas, qui est le patron de la Pologne. Et je vous dis tout cela sur ces merveilleux coquelicots de Claude Monet. Oui, en tout cas que nos spécialistes de la météo maîtrisent parfaitement la langue française, puisqu'Alain Gillot-Pétré vous parlait de ces fameuses averses éparses. Voilà un bon exercice. Le dernier journal, tout à l'heure, ce sera Gérard Rolls. Et puis je vous rappelle que demain, journée spéciale de la rédaction d'Antenne 2 consacrée à l'Asie, avec à 12h45 Antenne de midi de Hong Kong, et puis le soir, le 20h de Corée du Sud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir, à demain.